getting around Zubac at midcourt, launches the shot. Oh, it almost went in! Almost went in, and Duke is the king of the dance, 2010. Salut à tous. Alors, nouvelle semaine de basket universitaire et beaucoup de choses se sont passées. Les matchs de conférence ont, certainement, on va le voir un peu plus tard, redistribué les cartes concernant le top 25 de l'AP Poll. On a eu notamment l'affrontement entre le premier du pays et le troisième. On a eu des upsets, les premières défaites de certaines équipes jusqu'alors invaincues. Et il y en a en fait pour tous les goûts cette semaine. En tout cas, installez-vous comme d'hab, petit podcast, c'est parti. On commence donc par les trois affiches qui m'ont marqué. En vérité, là il y a vraiment pas mal de rencontres qui m'ont marqué, bien entendu, et on y reviendra dans les autres faits marquants. Mais sans plus tarder, focus sur mes trois rencontres. Bon, forcément, ça n'a pas été la rencontre la plus serrée, mais quel statement de Gonzaga. Le score final ne reflète pas la domination claire sur les trois quarts du match de la troupe de Mark Few. Il faut quand même se rappeler que Gonzaga sortait d'une bonne passe en termes de pause de toutes ses activités à cause du coronavirus, et n'avait donc plus joué depuis le 2 décembre. On a senti en fait d'ailleurs que le physique n'était plus habitué en deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup de positifs à sortir de ce match côté Bulldogs. La première, c'est bien évidemment Jalen Suggs. Le très probable lottery pick était tout bonnement impressionnant, surtout en première mi-temps. Il a 18 points à la mi-temps avec une propreté à 3 points, du step back 3, de la transition, des drives costauds, du contre. Il était vraiment sur cet échantillon de première mi-temps terrifiant. Il a d'ailleurs, à l'image de son équipe, baissé le pied en seconde mi-temps et devra prendre un petit peu plus soin du ballon parce que il finit quand même avec 7 turnovers. Mais vraiment, il y a game avec ce jeune homme. À ses côtés, Drew Timme, Joel Ayayi, notamment dans un domaine où il est souvent sous-estimé, c'est le rebond. Là, il a quand même explosé avec des rebonds assez sneaky. Il termine avec 18 rebonds et 6 passes. Corey Kispert et consorts, ils ont fait leur match, et ça leur a permis, après un départ en fanfare, 24-10, 51-38, etc., ça leur a donc permis de voir venir et de tenir face à leur tentative de retour d'Iowa. On savait qu'après une telle première mi-temps difficile pour Iowa, ils allaient forcément tout faire pour revenir. Iowa était emmené par un habituellement bon Luka Garza, qui a subi quand même de la double team à certains moments, ça l'a plutôt gêné, il a été obligé de ressortir la balle, etc., mais il a su imposer sa technique et son physique au final dans la peinture. Il s'est pas mal imposé au poste. Il finit, au final, il termine en fait meilleur marqueur du match avec 30 points à 13 sur 18, auquel s'ajoutent 10 rebonds. Iowa a subi une pression de la part de Gonzaga, comme il n'en avait jamais subi en fait depuis le début de la saison. Malgré ça, on a vu que malgré tout, en fait, les prises de position, notamment du coach Mark Few, ont été validées aussi par le manque d'adresse de certaines positions ouvertes. Ils ont eu des positions ouvertes à 3 points face à la zone hybride, donc concoctée par Mark Few, et surtout ces options de double team face à Garza. Iowa, en plus, on les connaît à 3 points normalement, c'est 12 3 points qui sont mis en moyenne par match. Mais là, face à Gonzaga, ils finissent à 4 sur 22 au tir longue distance, et dans ces 22 tirs longue distance, croyez-moi qu'il y avait pas mal de tirs ouverts. A noter que Joe Wieskamp en met quand même 3 sur les 4 qui ont été mis, et c'est lui en fait qui va être le lieutenant sur ce match de Luka Garza avec 20 points et 9 rebonds. On a donc pour finir une victoire statement pour les Zags qui vont donc affronter UVA normalement cette semaine. Côté Hawkeyes, il va falloir vite se remettre puisqu'en plus eux ils entament leur calendrier Big Ten. En parlant de Big Ten, transition. Transition incroyable pour parler de la deuxième rencontre de la semaine entre Illinois 13e au coup d'envoi et Rutgers 19e de ce même top 25. Cette rencontre, qui était en fait le deuxième match de Big Ten pour chacune des deux équipes, va certainement avoir une incidence, spoiler, sur le classement de ces deux équipes dans le top 25. On enlève tout suspense, la victoire revient à Rutgers 91-88, ce qui les garde invaincus en ce début de compétition de conférence et en ce début de saison, alors qu'Illinois est à 1-1. Ils avaient remporté leur match assez facilement face à Minnesota un peu plus tôt dans la semaine. Rentrons dans le vif du sujet.
Les Fighting Illini commencent mieux la rencontre avec un 8-0. Ils vont même mener de 11 points en première mi-temps avant de laisser revenir les Scarlet Knights. Ils vont malgré tout rester devant à la mi-temps, mais de 4 petits points, 41-37. En seconde mi-temps, le match va ressembler à un coup pour coup sur sa première partie, donc de seconde mi-temps. Rutgers prend le lead 49-47, puis le laisse de nouveau brièvement avant de repasser devant à un peu moins d'une dizaine de minutes de la fin, 54-53. Illinois ne le sait pas encore, mais à ce moment-là, ils ont en fait perdu le match. Bon, niveau performance, Ayo Dosunmu continue ses grosses performances avec 22 points, 50% au tir, 11 rebonds, 6 passes. Il est toujours bien accompagné en ce qui concerne Kofi Cockburn qui termine avec 17 points et 12 rebonds. Côté Rutgers, Ron Harper Jr., fils de, bien sûr vous savez qui c'est, il termine meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points. Il faut savoir qu'il fait un début de saison assez incroyable. Il a été bien assisté par son compère de l'extérieur Jacob Young qui lui en met 24. Dans ce match, Illinois a quand même une belle tête d'équipe qui doit compete pour les titres en Big Ten. Certes c'est une défaite, mais c'est une défaite à l'extérieur, face à une autre équipe classée. Et ils ont montré vraiment du caractère. On sait que la Big Ten c'est une conférence très challenging. Il y a beaucoup de challenges entre les équipes, beaucoup de grosses équipes. Elle est dense en fait cette conférence, pour parler un peu mieux français. Mais en tout cas, ils ont les armes et la maturité pour pouvoir vraiment compete. On les retrouve face à Penn State mercredi, tandis que Rutgers va affronter Ohio State ce même jour. La troisième affiche de la semaine, j'ai eu du nez, le mec qui se la pète un peu. J'avais prédit que c'était la plus importante la semaine dernière. En tout cas, la plus intéressante. Je parle bien évidemment de Kansas versus Texas Tech. Ça a été une vraie rencontre universitaire serrée. Ça a été vraiment une rencontre de soutier. C'est vraiment le moins que l'on puisse dire. On a eu Ochai Agbaji en monsieur propre. 23 points, 8 sur 11, en 4 sur 7 à 3 points, qui a d'ailleurs donné la victoire sur un lay-up à 13 secondes de la fin du match. On a eu en face un coup de chaud assez tôt dans la rencontre de Mac McClung avant qu'il ne gèle et finisse certes à 21 points, mais à 5 sur 16 au tir. Il a quand même pu compter sur le relais de Terrence Shannon, qui a mis, le feu en fait. Ensuite, il s'est vraiment pris pour Kobe. Il a terminé avec 20 points et 9 rebonds, mais bien qu'ayant eu l'opportunité de redonner un avantage potentiellement définitif à Texas Tech, à une sixième de seconde de la fin du match, c'est pas très français ça non plus, il s'est fait contrer. Ça a été d'ailleurs l'action défensive clutch du jour par Jalen Wilson. Il y a eu une belle bataille au rebond, avec une belle activité au rebond offensif pour Texas Tech, tandis que via Brown et Garrett, tous les deux à 10 rebonds, l'un qui a ajouté 10 points et 4 passes, bien sûr, Marcus Garrett, et Brown qui est resté fanny mais qui a quand même pris ses 10 rebonds. Kansas a été bon au rebond défensif. Quand vous écoutez cela, vous comprenez que ça a vraiment été une grosse guerre sous les panneaux de Kansas. Gros rebond défensif d'un côté, gros rebond offensif de l'autre, voilà l'équation, vous avez compris. Avec cette victoire, les Jayhawks gagnent leur 30e opener consécutif, c'est à noter. Les hommes de Bill Self affrontent West Virginia dès mardi pour un choc qui va valoir son pesant d'or, de cacahuètes, ce que vous voulez, mais son pesant de quelque chose. Les hommes de Chris Beard vont eux affronter les Sooners d'Oklahoma. Voilou pour les 3 affiches marquantes. Comme je l'ai dit, il y a eu vraiment pas mal de faits marquants. Et donc, transition, on passe aux faits marquants. Donc, dans une liste non exhaustive, Oklahoma State s'est battu mais n'a rien pu faire face à Texas, avec de belles performances de futurs potentiels lottery pick. Bon, bien sûr, Cade Cunningham qui est attendu au premier pick. Ce dernier a mis 25 points, tandis que Greg Brown a lui mis 24 points et 14 rebonds. Il s'est un peu réveillé niveau adresse. Ça leur fait d'ailleurs Oklahoma State 2 défaites pour leur début en Big 12. C'est pas facile la transition, parce que tout allait bien quand ils jouaient hors conférence en début de saison. Par contre là on rentre dans le direct avec la Big 12. UNC bat Kentucky. Kentucky qui a maintenant une victoire pour 5 défaites. Bientôt on va les oublier. On va les oublier à ce rythme-là. Tennessee continue à casser, détruire des attaques. À voir ce que ça va donner en SEC. West Virginia a galéré mais s'en est sorti face à Iowa State pour son opener Big 12.
On sait que la défense est là, par contre l'attaque, mi-figue, mi-raisin. Des fois ça déroule et des fois c'est à voir. Duke a bien entamé son championnat ACC. Ohio State a mal entamé sa conf mais a battu ensuite UCLA. Bon, on sait que la Big Ten, comme je l'ai dit, c'est dense. Villanova se balade so far en Big East. Florida State a subi également sa première défaite avec un upset de UCF. Virginia Tech a dit stop à Clemson. Virginia Tech, qui on le sait, a quitté en fait le top 25 la semaine dernière, et Clemson qui eux sont rentrés dans ce top 25. Xavier qui est à 8-0 mais sur un sacré match, un sacré surtout buzzer beater. Et oui les amis, merci à Adam Kunkel. Il y a eu beaucoup de faits marquants, beaucoup de performances, et qui dit performance dit joueur. Vraiment les transitions sont bossées cette semaine. C'est l'heure du focus joueur. Alors, là aujourd'hui on va parler de Jeremiah Robinson-Earl, l'ailier fort de Villanova. Après une saison freshman prometteuse, Robinson-Earl était attendu comme l'un des joueurs clés de l'équipe de Jay Wright. Eh bien bon, à l'heure actuelle, c'est vraiment plus que l'un des joueurs clés, c'est l'ace, pour reprendre ce terme de baseball, des Wildcats. 16,6 points à 54% au tir, des grosses dominations des fois au tir, presque des cliniques à 70-72% sur certains matchs, près du panier. 33% à 3 points, c'est honnête, un peu plus de passes que la saison dernière, un peu moins de rebonds à ce stade de la saison que la saison dernière. Il montre surtout vraiment une belle palette offensive. À l'intérieur, comme j'ai dit, il peut être d'une efficacité folle. Il est capable également de s'éloigner de la peinture au besoin et amène une menace mi-distance et n'est pas dégueu non plus à 3 points. Bon, il manque encore un peu de solidité pour avoir une défense intéressante dans cet aspect-là du jeu. Mais en tout cas, clairement, il semble que sa décision de ne pas se présenter à la draft, ça a été plutôt une bonne idée. Il développe son jeu sous les ordres de Jay Wright et se mue en danger numéro 1 de Villanova. Voilà, je voulais faire un focus sur lui, même s'il y a eu d'autres joueurs qui cette semaine ont été plutôt marquants. Avant de passer à l'AP Poll, la petite annonce habituelle, vous savez qu'en même temps que ce podcast, vous le savez peut-être pas, mais maintenant vous allez le savoir, il y a un article en fait qui sort sur le site. L'article, c'est un article de quelques lignes, il reprend en fait ce qui n'a pas été dit dans le podcast, notamment en termes d'affiches. Vous savez, à la fin, je vais donner une affiche intéressante. Vous allez avoir vraiment un calendrier un peu plus complet de ce qui va se passer cette semaine. Et c'est ce en quoi il est très intéressant. Et je rajoute toujours un petit le saviez-vous. Et voilà, le classement de l'AP Poll Top 25. Et cette semaine, je rajoute les classements de conférences, comme les matchs de conférence des Power 6 Conferences ont commencé. Voilà pour l'annonce. On passe à l'AP Poll. Et donc là, comme vous pouvez vous en douter, il y a eu du changement. Déjà, dès le trio de tête, Gonzaga reste en tête, Baylor les suit, par contre en troisième position, on n'a plus Iowa, mais Kansas. Iowa, on les retrouve juste au pied du podium. Bon, c'est normal, ils ont perdu contre le leader du pays, donc c'est pas comme si on allait les faire dégringoler non plus. Et donc à noter rapidement que Gonzaga est presque unanimement voté au top de l'AP Poll, puisqu'ils ont 61 voix, et seul Baylor a quelques voix, 3 pour les concurrencer, entre guillemets. Ensuite, on retrouve en 5e position Villanova, qui commence très bien ses matchs de conférence, et qui gagne 2 places. Houston, qui est bien placé à la 6e place. West Virginia, qui gagne une place et qui est 7e. Tennessee, 8e. Wisconsin est 9e. Texas, qui rentre pile poil au niveau du top 10 en étant 10e. Rutgers qui monte de pas mal de places, il passe de la 19e à la 11e place grâce à leurs 2 victoires, l'une contre Maryland qui était assez impressionnante et l'autre on l'a vu contre Illinois à domicile. 12e Michigan State qui perd donc 8 places. Creighton est 13e et perd également quelques places. Missouri 14e, Texas Tech 15e qui perd une place due à sa défaite face à Kansas, mais qui n'a pas démérité. UVA Virginia est 16e, North Carolina 17e gagne quelques places. Illinois 18e
perd quelques places, incidence de la défaite face à Rutgers. Michigan qui continue de grappiller quelques places et qui est maintenant 19e, Duke 20e, Florida State qui descend pas mal et qui est 21e dû à sa première défaite de la saison. Xavier que j'attendais moi honnêtement dans le dernier AP Poll mais qui arrive enfin dans cet AP Poll qui est toujours invaincu 8-0 et qui mérite grâce notamment à son buzzer beater face à Marquette. Ohio State 23e, Virginia Tech revient après s'être vengé entre guillemets face à un autre membre de l'ACC en Clemson. Et enfin Oregon qui rentre dans ce top 25 en 25e position. Donc bye bye San Diego State, bye bye également Clemson, ce fut bref mais ce fut intense. Et bye bye Louisville. Voilà, c'est la dure loi du top 25. N'hésitez pas à me dire tiens ce que vous en pensez de ce top 25, qui vous auriez vu, à quelle position, etc. Ça peut être intéressant de le savoir. Et donc, avant de clôturer ce podcast, on va passer aux affiches, ou en tout cas à l'affiche à ne pas louper cette semaine. Comme je l'ai dit auparavant, pour avoir plus de suggestions, allez voir sur l'article. Marketing les amis. Alors, pour l'affiche de la semaine, moi personnellement, je pique le match de Big 12, encore une fois un match de Big 12, avec le match de mercredi 3h du matin entre West Virginia, qui est donc 7ème à l'AP Poll, on vient de le voir, et Kansas, qui est sur le podium. Ça va être encore une belle bataille entre une équipe West Virginia qui fait peur sur la partie défensive, des beaux bébés, des grands athlètes, de la longueur. Ils avaient fait peur à Gonzaga, il faut se le rappeler, en début de saison. Ils les avaient tenus jusqu'à la fin quasiment. Du côté de Kansas, il y a l'occasion de faire un statement en cas de victoire pour vraiment montrer à sa conférence, écoutez les gars, certes, ok, je sais qu'il y a Baylor, je sais qu'il y a West Virginia, je sais que même Texas Tech essaie de nous voler la vedette, mais les gars, ça reste nous les patrons de la Big 12, calmez-vous. Donc voilà, pour moi c'est un match très intéressant. D'autres affiches vous attendent sur le site. Ma foi, c'était encore un podcast d'une vingtaine de minutes, donc je pense que c'est plutôt digeste, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avance pour l'écoute, pour le suivi, pour le soutien, parce que je me démultiplie un peu sur différentes choses. Je fais une petite pub au passage, puisque j'ai sorti la deuxième partie de la petite série que je fais en vidéo YouTube sur le sport, vecteur de changement social, donc n'hésitez pas à aller sur le Homera sur YouTube. Ce podcast, comme je l'ai dit, il est trouvable donc sur YouTube, sur l'article en fait, sur le site, et il est également maintenant sur SoundCloud. Voilou. Beaucoup de marketing, très peu d'informations utiles, mais en tout cas, sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.